Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous compter parmi les maillons de notre chaîne de solidarité. Ce soir, comme tous les autres jeudis soirs d'ailleurs, notre préoccupation sera portée vers les personnes défavorisées qui espèrent retrouver le sourire, le réconfort, le plaisir du bonheur grâce à nous. Notre engagement est donc celui de donner une chance aux personnes qui en ont besoin et qui sombrent dans l'oubli. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à l'émission. Regard social de ce soir se donne pour trajectoire le compte rendu des prises en charge engagées vers des patients qui se sont attirés votre attention, votre sympathie. Regard social se doit de rendre compte, au-delà bien sûr de tout ce qui se passe sur ce plateau. Nous irons donc tour à tour rendre visite à Bébé Chenel, à Gérard Fotso, ex-arbitre de football. Nous irons également rendre visite à Rose. Mais avant, je vous prie de regarder cet élément qui nous en dira un peu plus sur le vécu et sur les phases que traverse cette jeune fille. Par les premières âmes de bonne volonté, ont arraché un sourire à la maman du bébé qui témoigne toute sa gratitude. Vraiment, je remercie une fois de plus toute la population qui est en train de me venir en aide. Vraiment, je suis déjà très content. J'essaie de sécher mes larmes du jour au lendemain parce que je vois que toute la population est avec moi, vraiment en train d'aider bébé Manuela. Je suis très contente pour un début. Vraiment, pardon, aidez-moi davantage parce que vraiment le montant, ce n'est pas une seule opération. L'opération va aller au fur et à mesure. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les hommes qui sont en train de me venir en aide. Je vous remercie. Je vous remercie une fois de plus, vraiment. Vraiment, mon cœur est très ravi pour un début. Mon cœur est très ravi. Je suis très enchantée, vraiment. On va arranger ton pied. Demain, tu deviens nyanga. Tu portes tes chaussures. Laisse ton cœur, maman. Nous sommes rendus au jour dit qui nécessite l'avis de l'expert. La petite Manuela semble bien perturbée et a du mal à se laisser toucher au niveau de son infirmité. La consultation du chirurgien et ses explications permettent de mieux comprendre l'évolution de la difformité. Il s'agit d'un petit enfant qui a été brûlé par l'eau chaude. Ça c'est une brûlure de deuxième degré. Palpable et manifeste que la vie est quelquefois réserve des surprises désagréables. Et la vie, franchement, n'est pas équitable pour tous. Voilà bébé Manuela qui est aujourd'hui en train de connaître une prise en charge du côté de l'hôpital des Brûlés. Et j'aimerais, au travers, bien sûr, grâce bien sûr à cet élément qui nous permet de revenir sur son cas, rendre un vibrant hommage au docteur Ngadjeu qui nous a quittés. Docteur Ngadjeu d'ailleurs qui a été pour la cause de ce bébé du début jusqu'à mi-parcours. Un parcours aujourd'hui qui est suivi dans ses traces par son fils. J'aimerais observer une minute de silence pour le docteur en la mémoire du docteur Ngadjeu. Une minute, bien sûr, qui valait le coup, puisque ce brave homme a été véritablement d'un confort
et un réconfort pour beaucoup de patients qui sont passés sur ce plateau. Son action sociale a marqué l'ensemble de l'équipe de Regard Social. On a eu beaucoup de faveurs grâce à ce grand monsieur, ce bâtisseur, cet homme qui avait bien sûr la ferveur de son travail, l'amour, la passion pour ce boulot. Je vais m'arrêter là et recevoir sur ce plateau Dr Gadieu Francis, qui est son fils, d'ailleurs qui après les œuvres de son père a normalement suivi les patients. Dr Gadieu Francis, bonsoir et bienvenue sur notre plateau de Regard Social. Bonsoir, et merci pour l'invitation, merci pour cet hommage au père qui nous a orientés pendant toutes nos années d'études et pendant notre début professionnel. D'ailleurs, cet élément nous a permis de se replonger dans des souvenirs de ses travaux et de voir ce qu'il a battu jusqu'ici sur le bébé Manuela. Oui, souvenir assez douloureux, souvenir bon, tout récent d'ailleurs, même. Ça remonte à moins de 6 mois déjà, cette vidéo je pense. Donc, quand Manuela commençait les soins au niveau de la clinique et qu'il nous donnait, je pense qu'on ne savait pas encore à l'époque, ses dernières recommandations dans la prise en charge de ce genre de cas. D'accord. En tout cas, merci de vous être plié à notre petit jeu qui consistera à nous tenir la chandelle, à nous éclairer sur les cas sociaux dont vous avez eu la charge pendant un bon bout de temps. On en saura un peu plus avec vous. Sur notre plateau, Irène Tembe, qui est notre soleil de minuit. Chaque fois qu'elle est là, elle nous rapporte de très bonnes nouvelles. Bonsoir Irène et bienvenue sur ton plateau. Bonsoir Martin. Ça va ce soir? Oui. On a quand même le moral? On n'a pas vraiment le moral, mais revoir les images du père, parce que j'aimais l'appeler le père quand j'allais à l'hôpital. Quand on disait Equinox est là, faites l'entrée dans mon bureau. Je dis bonjour le père. C'est un peu difficile quand on regarde ça, mais franchement, il a été d'une pierre très, je peux dire, grâce au père, comme on disait, on a eu beaucoup de cas ici qui ont été solutionnés grâce à lui. C'est un vibrant hommage, on ne cessera jamais de lui dire merci. Et ses œuvres vont continuer et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui présents sur ce plateau. C'est pour continuer l'œuvre qu'il a commencée avant de partir, c'est-à-dire le cas de bébé Manuela, qu'il a entamé en date qui était présente sur ce plateau le 18 mars dernier. Elle était présente sur ce plateau pour son premier passage, pour présenter sa situation aux différents téléspectateurs et âmes de bonne volonté afin qu'on puisse lui venir en aide à cause de cette brûlure qu'elle avait eue à la jambe. Et le docteur Gadieu a pris la peine d'entamer le traitement parce que sa prise en charge, elle est passée par 2 opérations. Elle a déjà subi jusqu'ici 2 opérations et on peut déjà vous rassurer, chers téléspectateurs, que actuellement, son état s'améliore. Mais elle a encore, le docteur Gadieu Francis nous donnera plus de détails, elle a encore 2 autres opérations à subir. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents ici ce soir sur ce plateau, pour vous alerter, pour vous demander à ces âmes de bonne volonté de bien vouloir continuer cette machine de la solidarité via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et avant de vous remettre le micro, je dirais que pour le cas de bébé Manuela, nous avons eu un montant de 2 675 000 francs CFA qui ont été contribués depuis la date du 18 mars 2021. Et comme dépenses effectuées, nous avons eu 2 602 000 francs CFA. Actuellement, nous avons en solde de 73 000 francs CFA. Et nous avons 2 opérations qu'il faudrait que la petite subisse. Donc, vous convenez avec moi, chers téléspectateurs, qu'il faudrait que nous recommençons encore à mettre cette machine de la solidarité en marche. Alors, docteur Gadieu père est parti, mais il a quand même laissé un suivi. C'est son fils. Donc, au nom du père, le fils viendra suivre l'œuvre et d'ailleurs continuer ce beau travail bien entamé et qui continue par le truchement via bien sûr bébé Manuela. Alors, docteur Francis Gadieu, j'aimerais savoir dans quel état avez-vous rencontré bébé Manuela pour la toute première fois? Bébé Manuela, je pense qu'on l'a rencontré sur le plateau ici, à Equinox, en mars, effectivement, en 2021. Et effectivement, elle avait présenté cette raideur au niveau du genou et cet accolement, je vais parler en termes simples, accolement du pied sur la jambe.
Donc, bébé Manuela il a été opéré 2 fois, à 2 reprises. La première intervention qui consistait à décoller le pied de la jambe. Décoller, comme on l'a dit tout à l'heure, se fera, et comme le docteur Gadjo l'a dit tout à l'heure, ce sera de manière progressive. C'est-à-dire, on décolle d'abord peut-être à 40% et on continuera progressivement à décoller. La deuxième intervention qui avait consisté à libérer le genou. Voilà. Donc, tout au long de ces 6 mois, il y a eu des soins, des vêtements, des poses de plâtre pour essayer de maintenir, de conserver ce qu'on avait déjà, conserver les acquis. Voilà. Donc maintenant, bébé Manuela nécessitera encore au minimum 2 interventions pour pouvoir avoir au moins 80% de sa cheville récupérée. Et ensuite, bien sûr, on pourra maintenant penser aux vêtements esthétiques pour améliorer tout cela. Avant que, bien sûr, plus tard, quand elle grandira, on pensera à récupérer maintenant ses orteils. D'accord. Alors, j'aimerais rappeler que bébé Manuela a été victime d'une brûlure au 3e degré. Alors, j'aimerais savoir, docteur Francis Gadjo, lorsque on est victime de ce genre d'accident, d'incident, avec le temps, quelles sont les complications que cela peut entraîner? Alors, déjà, brûlure au 3e degré, brûlure de 2e degré profond, on est beaucoup plus dans 2e degré profond. Parce qu'une carbonisation, ça serait bien plus compliqué. Alors, avec le temps, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme complication? On ne peut pas dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication parce que bébé Manuela est arrivé dans la complication de la brûlure. C'est-à-dire c'est cette complication qu'on craint. On aimerait bien comprendre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une brûlure, les tissus se sont retractés. La retraction ramène toujours le pied en flexion dorsale qui ramène le pied vers la jambe. Et chez elle, vu qu'il n'y a pas eu d'interposition entre-temps, le pied et la jambe se sont accolés. La cicatrisation s'est faite tout autour. Et du coup, ça fait comme si c'était juste un segment de membre, les jambes et pieds collés. Alors, lorsqu'on est victime de ce genre de brûlure, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans une zone où le plateau technique n'est pas suffisamment garni pour prendre en charge? Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps pour ne pas connaître ce genre de complications? Dans un premier temps, déjà, c'est la plus simple des choses. Le pansement, quand il est fait, tient compte de l'anatomie. Ça veut dire que le pansement tient compte de la séparation anatomique des choses. Le pansement tient compte de la jambe, de la cheville, du pied et des orteils. Si on tient compte de ces différents éléments, aucun ne sera accolé à l'autre. Maintenant, il existe aussi des manières, des techniques ou des méthodes de faire les pansements et de faire des physiothérapies tout au long des pansements pour éviter ces rétractions. Ces rétractions qui surviennent même malgré tout cela, après on dit 6 mois, 1 an. Mais il y a toujours des méthodes d'accompagnement du patient. C'est pourquoi dans une brûlure, certes, on fait les pansements jusqu'à cicatrisation, mais on suit le patient encore pratiquement 1 an après cicatrisation pour s'assurer qu'il n'y aura pas une complication. D'accord. Et on va parler de la rééducation bien plus tard, mais j'aimerais qu'on comprenne une autre chose, un autre aspect de ce problème. Y a-t-il pour bébé Manuela de véritables complications, au-delà bien sûr de la jambe qui s'est retractée, qui s'est collée? Est-ce qu'il y a eu autre chose qui puisse l'empêcher d'user ses jambes dans l'avenir? Alors, dire qu'il y aura des problèmes pour user ses jambes dans l'avenir, non. Elle peut avoir une locomotion correcte, parfaite. Elle aura des problèmes, certes, esthétiques, qui seront corrigés au mieux, mais elle aura quand même des problèmes esthétiques. Vous savez, une cicatrice reste une cicatrice. Elle aura des problèmes psychosociaux, parce que naturellement, elle ne ressemblera pas forcément aux autres enfants, mais elle pourra marcher. Et sa prise en charge consiste à quoi concrètement? Sa prise en charge, déjà, a consisté à lui permettre de mouvoir son genou normalement, à lui permettre déjà actuellement de mouvoir à 40% sa cheville. Donc, le reste consistera à ramener au moins à 80% parce que 100%, c'est vraiment difficile. Mais si on peut récupérer au moins 80% de sa cheville, c'est déjà une très bonne chose. Et maintenant, lui donner des orteils. Malheureusement, elle est encore trop petite pour lui donner des orteils. Quand elle grandira, on pourra maintenant retrouver ses orteils et les remettre en place. Elle a déjà connu 2 opérations. Avant de retrouver ses orteils, elle va passer par quoi? Avant de retrouver ses orteils, il faudra d'abord libérer la cheville et la laisser grandir. Et maintenant, quand elle sera plus grande, c'est toujours, comme on dit, c'est l'aspect physique, l'aspect physiologique de la patiente qui définit le jour où on fait l'intervention. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, dans 2 ans, on fait l'intervention. Non. Quand on constatera que physiquement, physiologiquement, la patiente est prête pour une libération des orteils, alors on pourra programmer cette intervention. Alors tout à l'heure,
le père Ngadjeu, docteur Ngadjeu, de regretter mémoire, faisait allusion à l'aspect psychologique. Pour un bébé comme ça, à quoi va consister l'aspect psychologique? Pour un bébé, actuellement, elle ne pose pas encore ce genre de problème. Actuellement, c'est son entourage qui a de véritables problèmes psychologiques. Mais pour un bébé, il faut savoir qu'à l'école, elle sera confrontée aux autres enfants. Et les autres enfants, malheureusement, l'école primaire est très méchante, cesseront de lui faire remarquer ces différences. Ces orteils qui ne sont pas parfaits, ces cicatrices aux pieds qui ne sont pas naturelles. Les enfants cesseront de lui faire remarquer et ça jouera sur son psychique à ce moment-là. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de bébé Manuela? Elle commence déjà à se tenir debout. On peut évaluer cela à quel pourcentage? Bébé Manuela, on ne dira pas qu'elle commence à se tenir debout. Bébé Manuela actuellement marche, mais pas encore parfaitement. On peut dire que pour sa cheville, on a récupéré 40%. Donc elle peut déjà marcher. Maintenant, pour lui permettre de marcher correctement et même de courir, on a encore besoin de 2 interventions. 2 interventions qui se feront certainement grâce au concours de ces personnes que nous sollicitons à chacune des occasions. D'ailleurs, chaque fois que nous leur avons tendu la main, elles n'ont pas hésité à la prendre, puisque ces âmes de bonne volonté ont le cœur sur la main et savent le répondre de façon favorable aux cris du cœur de ces personnes qui sont dans le désespoir. Alors, Irène, toi qui as connu véritablement bébé Manuela dans son quotidien, tu l'as accompagné, tu l'as suivi à l'hôpital, au bloc. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué autour de cet enfant? Je dirais son état d'esprit. C'est vrai que la première fois que j'ai rencontré bébé Manuela, elle était un peu crispée. Mais hier, quand je l'ai rencontrée, elle était toute souriante. Elle gazouillait et tout. C'était comme si elle n'était pas consciente qu'elle avait une jambe malade. Mais comme a dit le docteur, c'est l'environnement. C'est l'environnement dans lequel elle va évoluer qui lui fera comprendre qu'elle a une différence par rapport aux autres personnes, dont la famille a simplement le droit et le devoir de l'entourer de beaucoup d'amour et qu'on essaye également de ne pas trop montrer qu'on est marqué par la différence qu'elle a par rapport aux autres. Parce que si on la traite comme tous les autres enfants, je pense qu'elle va oublier plus tard en grandissant qu'elle a un petit problème sur le plan physique. Et comme a dit le médecin, avec la chirurgie esthétique, on pourra arranger ça plus tard. Mais pour l'instant, la priorité, ce sont les deux chirurgies qu'elle doit subir. Parce qu'il faut absolument qu'elle subisse ces 2 chirurgies pour pouvoir retrouver au moins 80% de sa cheville. Parce que si elle a déjà 80% de sa cheville, plus tard on fera une opération esthétique qui pourra redonner une beauté à sa jambe et retrouver ses orteils. Elle ne sera pas complètement cet enfant comme on l'a connu quand elle était bébé, mais au moins elle aura quand même 80% de ce qu'on aura fait grâce aux âmes de bonne volonté et aux soldats de la solidarité. Donc je pense que c'est ce qu'on peut retenir ce soir. Comment pouvons-nous rester indifférents lorsqu'on voit un enfant de cet âge qui vient à peine de goûter au plaisir de la vie, déjà qui commence à devenir un objet de moquerie dans son entourage, peut-être pour l'avenir? Pourquoi ne pas lui montrer notre côté généreux qui veut que nous puissions nous mettre dans sa peau, dans la peau de ses parents, pour comprendre qu'il faut lui donner une chance? Bébé Manuela a risqué le pire, mais le meilleur reste à venir. Et cela peut le faire grâce à vos contributions. Si jamais vous êtes touché par cet élément qui est passé, si jamais vous êtes touché par ce que traverse cet enfant, c'est le moment de manifester votre charité, votre générosité à la hauteur de votre ressenti. N'hésitez surtout pas à envoyer vos contributions, maudiques soient-elles. Elles concourront quand même à pouvoir apporter un sourire dans une famille, à pouvoir donner du bonheur et un avenir radieux à cet enfant qui est en jeunesse de sa vie. On va passer à toute autre chose cette fois-ci. Irène, si les contributions sont dites, plus rien à dire sur le cas bébé Manuela. On va passer à un autre cas qui nous préoccupe. C'est d'ailleurs le cas de Rose, cette jeune fille qui a dû quitter les bancs en raison d'une jambe qui lui cause beaucoup de défaillance.
Aujourd'hui, elle est sur notre plateau accompagnée de sa maman. Allons-y voir sa vie, son histoire et revenons pour en savoir un peu plus. Rose est sur ce plateau. Rose est accompagnée de sa maman. Bonsoir Rose et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci, bonsoir. Je vais te prier de donner un peu de la voix. On va refaire ça. Bonsoir Rose. Merci, bonsoir. Aujourd'hui, tu es sur notre plateau, tu es accompagnée de ta maman. C'est maman Komé Ciara Angèle. Bonsoir maman Angèle. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. En fait, c'est une seconde fois que vous venez sur notre plateau. Oui. C'est d'ailleurs pour le cas de Rose. Oui. Alors dites-nous, à votre dernier passage par ici, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie après Regard Social, votre première apparition sur ce plateau? Qu'est-ce qui s'est passé bien après dans votre vie? Les bonnes choses se sont passées. Comme l'opération a réussi dans les bonnes conditions. Jusqu'à nos jours, elle ne sent pas de la douleur. Elle dort bien. On fait bien son pansement. Elle n'a pas de problème. C'est le reste qu'il faut encore. On en parle dans un court moment. Alors Rose, dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ton passage sur ce plateau? Est-ce que les petits malaises que tu ressentais ont disparu? Dis-moi tout. Oui, comme ne plus voir ma mère pleurer. Rose, il faut dire que tu as dû arrêter l'école à cause, bien sûr, de cette maladie qui est venue de façon anodine, si on peut dire ainsi, puisque on ne sait pas ce qui s'est passé un matin. Tu as fait une chute, pas assez grave, et quelques semaines, quelques jours, bien plus tard, ça s'est compliqué. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as la satisfaction d'aller vers une porte de sortie qui te permettra de te remettre debout? Est-ce que tu crois en cela? Oui. Qu'est-ce qui te fait croire en cela aujourd'hui? Parce que je vois comment mon pied aujourd'hui devant. Ce n'est plus penché comme avant. Tu as pu retrouver tes camarades de classe bien après ton opération. T'ont-ils rendu visite? Comment tu t'es senti lorsque tu les as accueillis, lorsque tu les as revus? Sois forte, sois forte. Bien, parce que j'ai espoir que l'année prochaine, moi aussi, je vais partir à l'école. Il faut dire que ça a été difficile pour toi de voir tes camarades partir à l'école. Tu as arrêté tes classes. Tes classes étaient en quatrième? En sixième. En sixième. Pourtant, tu étais prédisposé à avoir un avenir meilleur, au vu bien sûr de tes résultats en classe. Oui. Une fois que tu vas te remettre debout, quelle est ta détermination? Qu'est-ce que tu comptes faire dans ta vie de nouveau? Tu seras déterminé à faire quoi? À poursuivre mes études, Et ton rêve qui est celui? d'être médecin. Pourquoi être médecin? Pourquoi ne pas travailler à la banque, par exemple? Parce que j'ai passé tellement de mauvaises étapes dans ma vie que je n'ai pas envie de voir une autre personne passer ces étapes que j'ai eues.
va te permettre de te ressaisir. Et ce sera bien sûr au travers de cet élément qui va nous relater de bout en bout ce qu'est le quotidien de cette jeune fille, Rose. C'est à travers cet élément qui va bien sûr suivre dans un moment. Alors, j'aimerais savoir, maman, comment est-ce que Rose s'alimente aujourd'hui? Y a-t-il eu un programme spécial qui a été recommandé pour Rose? Est-ce qu'il y a eu des menus qui sont recommandés pour Rose? Non, elle mange tout. Tout ce qu'on prépare à la maison, elle mange. Les légumes, le haricot, la sauce d'arachide, même si c'est le coquille, elle mange. Alors, docteur Francis Gadieu, je vous présente Rose. Rose qui a été victime de ce qu'on appelle communément un cancer de l'os. Elle avait fait une chute alors qu'elle était à l'arrière-cour de la maison. Et puis quelques semaines bien plus tard, le mal s'est empiré, créant un creux sur sa jambe. Comment explique-t-on ça, docteur? Alors, déjà, j'étais à l'émission Regard Social avec Rose et on va essayer d'équilibrer un peu les choses. Connaissant la patiente maintenant, je peux le dire, elle a eu une infection de l'os qui, bien sûr, à la faveur d'une petite chute, a créé une fracture qui avait l'infection à consolider dans une mauvaise position. Et malheureusement, il y avait toujours un bout d'os qui était un morceau d'os mort à l'intérieur, ce qu'on appelle un séquestre. Donc chez elle, par exemple, il a fallu d'abord corriger cette infection et ensuite maintenant corriger ce problème d'axe du membre qui mettait son pied dans une position non conventionnelle. Donc la première, chez elle, Rose aussi, a subi 2 interventions. Une première intervention qui a consisté à prendre en charge l'infection et une seconde intervention qui a consisté à remettre son membre inférieur dans le bon axe. Oui. Et justement, comme on dit, prendre en charge une infection osseuse demande énormément en antibiotiques, énormément de fonds en antibiotiques. C'est-à-dire, au-delà bien sûr, lorsqu'on sortira de cette phase, elle va entrer dans une autre phase qui va consister à prendre des antibiotiques pour... Non, la phase antibiotique intensif est déjà passé, c'est-à-dire qu'il fallait régler ce problème infectieux. Donc il fallait notamment enlever toutes ces zones d'os qui étaient déjà mortes, les remplacer éventuellement par du ciment chirurgical avec un apport antibiothérapie d'antibiotiques spécifiques aux microbes trouvés dans son corps. Voilà. Donc cette phase est déjà passée, elle a fait ses 3 mois d'antibiotiques, c'est 45 jours d'antibiotiques. Et une fois que les signes étaient en faveur, on a pu mettre son membre dans l'axe. Actuellement, ce n'est pas un pansement qu'elle fait, ce sont des soins de fixateur externe, parce qu'elle a un dispositif externe qu'il faut entretenir quand même. J'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir l'assurance qu'elle ne puisse plus connaître cette infection de l'os? Est-ce que tous les paramètres ont été pris en compte pour se rassurer que demain ou après-demain, l'autre jambe ou alors une autre partie de cette jambe ne puisse plus connaître ce genre d'infection? Alors, on ne peut pas affirmer que ça ne peut pas arriver parce que déjà, premièrement, ça arrive une première fois. Pourquoi? On n'a pas la réponse. Ça peut arriver, à tout le monde d'ailleurs, même à vous, ça peut arriver, vous pouvez avoir une infection osseuse, que ce soit post-traumatique, post-chirurgicale ou tout simplement une infection osseuse, ça peut arriver. Pourquoi ça vous arriverait? Il y a certes des personnes qui ont des terrains favorables à ce genre de lésions, mais il y a d'autres personnes qui, pour des raisons inconnues, ont ce genre de problème. Comme moi, certainement, de milliers de téléspectateurs se posent la question de savoir véritablement qu'est-ce qui peut être en faveur de cela, qu'est-ce qui peut favoriser une infection osseuse. Il y a bien sûr tous les terrains fragilisés, dès qu'un patient est drépanocytaire, dès qu'un patient a une immunodépression. Ça favorise, par exemple, même au déco d'une carie dentaire, la migration des microbes jusqu'à l'os et l'installation d'une infection osseuse. Tout comme une personne aussi bien importante peut avoir une migration des microbes jusqu'à l'os et une infection osseuse. Tout comme une personne qui a un traumatisme, par exemple une fracture ouverte de l'os, peut avoir un os infecté par un germe qui viendra de l'extérieur. Tout comme après une chirurgie banale aussi, un microbe pourrait passer et arriver à l'os. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de raison particulière pour qu'une personne ait une infection, mais tout le monde peut développer une infection et tout le monde aussi peut
tout le monde peut développer une infection. Certes, il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres, mais tout le monde peut faire une infection osseuse. On peut prévenir cela? Non. On peut bien sûr d'éventail de possibilités. En fait, on peut prévenir, on peut essayer de prévenir les infections osseuses qui arriveraient, comment dirais-je, de l'extérieur, c'est-à-dire notamment après une fracture ouverte, après une intervention chirurgicale. C'est pour ça qu'il y a des règles d'intervention pour prévenir, pour éviter la survenue d'une infection osseuse. Mais pour ce qui est d'avoir endogène, c'est-à-dire que les microbes qui quitteraient de l'intérieur du corps, ben non, malheureusement, on ne peut pas prévenir cela. Je vais me retourner vers celle qui nous apporte des bonnes nouvelles, des nouvelles un peu plus gaies. Notre soleil de minuit, comme on l'appelle affectueusement. Alors, Irène Tembe, où en est-on avec le cas Rose aujourd'hui? Bon, il faut déjà noter que Rose a été présente pour la première fois sur ce plateau en date du 19 août dernier, où elle a fait sa première apparition sur ce plateau pour poser son problème. On a eu une première réaction de la part de nos soldats de la solidarité qui avaient permis la première intervention chirurgicale de la part de la clinique des Brûlés. Ensuite, il a fallu une deuxième intervention. On a encore fait appel à nos âmes de bonne volonté qui également ont encore mis la main à la pâte et on a pu, c'est vrai que l'hôpital, on ne cessera de remercier l'hôpital parce que les factures étaient vraiment très très élevées, mais Rose a quand même pu subir les deux opérations. On a contribué un montant d'1 946 137 francs. On a dépensé 1 910 630 francs CFA. Actuellement, Rose a 35 507 francs CFA dans son compte. Donc, vous voyez avec moi, chers téléspectateurs, vous avez été touchés par le comportement, vous avez été touchés par la situation de cette petite fille qui a à peine éclore de l'adolescence, qui a juste besoin d'être comme toutes nos petites filles que nous avons actuellement à la maison, mais porte déjà ce fardeau, cette lourde charge de voir d'abord tant sur le plan psychologique sa maman éplorée et de subir toutes ces douleurs et tout. Donc je pense qu'il est temps également pour nous de redonner du sourire à cette jeune petite fille qui a arrêté l'école en classe de 6e. Ce n'est que le début, car on sait qu'aujourd'hui, elle pourra demain être, pourquoi pas, le médecin qui soignera nos enfants, le médecin qui nous soignera, pourquoi pas. Donc il est temps pour vous, chers téléspectateurs, chers âmes de bonne volonté, de mettre cette machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16, et de bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous êtes en train de contribuer. Et n'oubliez pas, nous allons présenter ce soir 4 cas sociaux. Donc vous avez la possibilité de contribuer pour les 4 cas sociaux. Parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et comme j'aime le dire, une seule main ne peut pas attacher un sac. Donc on a besoin de cette solidarité agissante pour pouvoir redonner en cette fin d'année du sourire à nos différents malades. Parce qu'il faudra aussi noter que la situation de Rose, elle est très déplorable parce que quand vous la voyez comme ça, sa maman actuellement, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils n'ont même pas de quoi manger. Et chaque semaine, je crois que c'est chaque semaine qu'elle doit subir le pansement. Il faudrait regarder son pansement et tout. Et elle a vraiment besoin, chers téléspectateurs, de cette solidarité. Ils ont vraiment besoin parce qu'ils sont dans une situation de détresse très, très alarmante. Une famille véritablement qui traverse de très mauvaises passes. Il faut le dire parce que la maman a cessé son activité de commerçante. Elle a été ruinée par la maladie de sa fille. Elle a dû rendre visite à plusieurs hôpitaux, rendre visite à plusieurs médecins avant de confier son cas au regard social de faveur que vous avez adressé en la cause, bien sûr, de Rose. Rose, j'aimerais savoir avec toi, ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour? Ce jour, je me suis levée, je suis partie chez mes copines, nos locataires. Je suis partie rester avec eux. Ma maman m'a appelé de venir laver les assiettes. En partant, cela dure
j'ai fait un faux pas, je tombe, je me relève, je ne savais pas que j'avais cassé l'os. Je me relève, je lave le reste. Après 3 jours que la douleur commence, ça fait mal. Après ça a porté un palu. Nous sommes partis à l'hôpital. On a marché dans plusieurs hôpitaux sans trouver aucune réponse. Après ça, jusqu'à il y avait plus l'argent. On demandait maintenant l'opération. Et comme on n'avait pas l'argent pour l'opération, on avait mieux de rentrer à la maison. Vous êtes rentré à la maison, vous êtes passé par les praticiens. Oui. Vous avez essayé de collecter un peu d'argent pour faire ne serait-ce que des visites et savoir de quoi est-ce que tu souffres. Sauf qu'à la phase de l'opération, maman n'ayant plus de moyens, vous avez dû vous arrêter là. Tu as passé beaucoup de temps à la maison à te questionner. Quelquefois, tu as été au bord du gouffre. Il y a des fois, tu nous confiais encore, tu avais envie de laisser ta maman respirer. Tu avais besoin de laisser cette famille respirer, pensant que tu étais un boulet au pied de ta mère. Tu la traînais toujours en arrière. Oui. Parce qu'elle a 5 ans. Elle a 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. Je suis l'avant-dernière, la 4e. Et vous voyez, elle a 5 enfants, un seul enfant. Et j'ai un petit frère derrière moi. Au lieu que ce soit mon petit frère qui doit être chouchouté. Rose, le temps que tu essayes de te retrouver. Alors maman, dites-nous, vous êtes commerçante? Oui, je suis commerçante. Mais depuis qu'elle est tombée malade, j'ai abandonné tout. Je fais que monter, descendre jusqu'à présent que je souris un peu parce que lui voit dormir. Moi-même, je dors, je me réveille bien. Elle me demande les médicaments, j'achète. Avec un peu d'argent que vous me donnez. Donc, je n'ai plus beaucoup de soucis comme avant. Alors, j'aimerais savoir, avant bien sûr que vous ne passiez sur le plateau de regard social, vous meniez une petite activité. C'était quoi l'activité déjà? C'est le coquille. Vous vendez le coquille? Oui. Les gâteaux de coquille? Oui. C'est avec ça que vous essayez de nourrir votre famille? Oui. Puisque le père des enfants n'y est plus? Oui. Mais quand même, vous avez réussi à subvenir aux besoins des enfants, même si aujourd'hui, il y en a des besoins qui ne trouvent pas satisfaction. Comme quels besoins, par exemple? Qu'est-ce que les enfants ne font plus que vous faisiez avant? Les enfants ne fréquentent plus comme avant. Moi-même, je ne sors plus. Je suis sur place. Est-ce qu'avant votre venue sur le plateau de regard social, vous avez eu des aides venant de la famille, des réunions, des tontines? Oui, j'aime la cousine de leur papa qui m'a pris bien soin d'elle avant d'arriver ici. Elle s'appelle Maman Tchangam Alice. C'est elle qui a pris soin d'elle. Elle m'a même envoyée à l'hôpital. Avant qu'elle a demandé à la famille de l'aide, personne ne lui a répondu. C'est là où elle m'a dit qu'il faut qu'on cherche la route des regards sociaux. Avant qu'on est arrivé, on a déposé les photos. À peine 6 mois, vous nous avez appelé un mardi, au mois d'août passé. Vous êtes venu le jeudi. Vous êtes venu le mercredi, le jeudi, nous sommes venus ici. Elle-même, elle était très fière. Elle est même venue à l'hôpital rendre visite à l'enfant. Elle m'a donné le courage. Jusqu'à présent, elle demande comment va l'enfant. Même aujourd'hui, elle m'a demandé que comment va l'enfant. Je lui ai dit que très bien. Alors, Rose, j'aimerais savoir, quel est ton message? Quel est le message que tu as ce jour à l'endroit des âmes de bonne volonté de ces nombreuses personnes
qui ont réagi pour que tu puisses te retrouver, que tu sois déjà comme tu sois là. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes? Je leur dis grandieusement merci parce que grâce à eux aujourd'hui j'ai pu avoir 2 opérations. Parce qu'on dit souvent que ta famille ce n'est pas seulement ta mère, ton père. C'est ce jour que j'ai confirmé que ta famille ce n'est pas seulement ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères. Même ceux qui marchent dehors là, ce sont aussi des gens de ta famille. Et c'est ce jour que j'ai confirmé que donc ici dehors, il y avait les gens qui pouvaient m'aider. Parce que personne ne connaît combien a coûté mon opération. Et je remercie aussi le Père Dieu Pierre qui n'est plus là aujourd'hui parce que lui aussi m'a tendu grandieusement la main. En tout cas, merci Rose, merci pour cette reconnaissance. J'invite par la même occasion ces personnes qui ont commencé ce travail. J'ai pour coutume de dire que le combat contre la mort est véritablement gagné lorsque nous suivons notre cas de bout en bout et que cette personne puisse recouvrer la guérison. Si vous avez commencé à accompagner le cas de Rose, accompagnons-la tous ensemble jusqu'à ce que cette jeune petite fille puisse retrouver le bonheur d'user de sa jambe et reprendre le chemin de l'école où certainement elle sortira nantie d'un diplôme qui lui permettra de pouvoir aider d'autres personnes dans la société. Merci Rose d'être passée. Merci maman d'être passée. Beaucoup de courage à vous. Merci. Et j'espère que le bon Dieu mettra sa main, car la famille Regard Social fait déjà son compte et on le fera jusqu'à bout. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver. Si vous le faites seulement maintenant, Regard Social est cette émission qui essaye de se pencher sur les cas les plus désespérés, qui essaye d'avoir un regard de faveur vers les personnes qui sont mises en marge de la société, ces personnes qui sont laissées derrière aux oubliettes. Nous les mettons ici en vitrine populaire, sous les feux de projecteurs de Regard Social, afin de solliciter votre aide, de susciter votre bonté et votre volonté à donner, car qui donne prête à Dieu. Passons à toute autre chose cette fois-ci. Je vous invite dans le vécu d'un homme qui aura servi son pays à sa manière et surtout avec amour au travers de sa passion. Arbitre de football de Ligue 1 au Cameroun, il a véritablement perdu l'usage de ses 4 membres suite à un accident qui a failli lui coûter la mort. D'ailleurs, il est peut-être à l'article de la mort. Je vous invite à rendre visite à Gérard Fotso au travers de cet élément. C'est un vrai athlète des temps modernes. Arbitre de football, pétri de talent, bourré d'énergie, l'amoureux du sifflet qui fait le tour du stade, au même rythme que les joueurs, ne tient plus debout. Gérard Fotso, puisqu'il s'agit de lui, allongé sur son lit, souffre d'une tétraplégie, c'est-à-dire la paralysie des 4 membres.
Non, depuis plus de 3 ans, ça c'est mon quotidien. Tous les jours, le nettoyer, le retourner. Parce qu'il ne peut pas rester à la même position plus de 2 heures, plus de 3 heures de temps. Donc c'est tout ce sport auquel je suis soumis. Donc tous les jours c'est comme ça. Donc il faut retourner à gauche, à droite pour éviter les escarres. Donc pour que sa peau ressemble comme cela et comme ça. Donc il faut chaque fois le retourner tous les 2 heures, tous les 3 heures de temps. Il faut le nourrir. Lorsqu'il a un petit besoin, il faut vite accourir. Il faut toujours être à côté de lui. Depuis ce fameux dimanche, depuis ce jour-là, tout est au ralenti. Parce qu'il faut que je sois à côté de lui, le soutenir. Nourrir les enfants, c'est pas facile au quotidien. C'est lui qui était le support, c'est lui qui apportait tout. Maintenant qu'il est couché comme il est couché là, c'est très difficile. Très difficile et surtout pour son moral. Il a besoin de toute la famille, de moi à côté de lui, des enfants, tout le monde auprès de lui. Au sein de la famille, la mine est triste depuis 3 ans. Gérard Fotso n'est plus valide. Le chef de famille est hors jeu et ses enfants fondent en larmes. Il n'était pas d'abord comme ça. Et c'est son travail qui l'a rendu comme ça. Et il peut-être travailler pour pouvoir nous nourrir. Donc, j'ai vraiment mal quand il voit mon père qui n'arrive plus à marcher. Et quand nous sommes peut-être en groupe, d'autres personnes parlent de leurs pères qui sont debout. Ils n'arrivent pas à parler du mien parce qu'il est couché, il a besoin de l'aide et du soutien de mes frères. Donc, j'ai beaucoup mal quand il voit mon père qui est couché et qui n'arrive pas à se lever, qui n'arrive pas à se mouvoir. Chaque matin, quand il me lève, je dois lui brosser les dents. Après ses dents, je dois prendre son bain. Après son bain, je dois lui donner à manger. Parfois, c'est ma mère qui le fait, ou ma grand-mère. Chaque jour, on pleure. S'il pouvait se relever comme il était avant, ça allait beaucoup nous plaindre tous. Lors de son départ, il nous a laissés à 6 heures du matin. À 11 heures, on nous a fait appel en nous disant que... Papa, je ne sais pas comment je vais dire. Je ne sais pas. Gawassisen Gompolong, Gompolong Gondamcha, Gompolong Cameroun, Gompolong Awang. Gassisen Gompolong Wang Kwita, Boyang Rama Puntimpa, Rama Puntimpa, Botandela, Bakako. Pe Wang Kwita sauvé à Mamawi. La papa Kwita sauvé à Mamawi. Mamba Mingui, mon campalon, jeunesse pas long. De tarmengui de tarmambra. N'appelez Watanjo, donc un gandamon no qualio. Non, no qualio là. Papa, n'un cas à Gongo Gampé Nabo. N'un cas à Takatiambopé, Boyang la Chamsenma. Au sein d'Israël, je te le prie. Équation difficile à résoudre pour la famille. Gérard Fotso, âgé de 41 ans, celui qu'on a toujours vu dans les différents stades de football dirigeant les rencontres, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en mission. J'allais officier un match de football de Ligue 1 opposant Bamboutos de Bouddha à UMS de Lom. Et donc après avoir emprunté un véhicule au niveau du rond-point d'Edo, nous y sommes allés jusqu'au niveau du Sancho, après le péage, où le véhicule, étant le chauffeur, a été surpris par un trou, un nid de poule sur la chaussée, a voulu rabattre le véhicule et il a perdu le contrôle de ce véhicule. Et donc nous avons fait tourner et nous sommes retrouvés dans un caniveau.
puisque je suis sorti du bloc. Mais sauf que je suis sorti avec des séquelles, avec une tétraplégie. C'est-à-dire qu'aucun de mes membres ne fonctionnait inférieur comme supérieur. Ne fonctionnait. C'est avec le temps que j'ai commencé à bouger un tout petit peu, celui-ci et l'autre aussi. Sinon le reste, au niveau du corps, rien ne fonctionne. L'état de santé de Gérard Fotso est diversement apprécié par ses camarades arbitres qui ne savent pas pourquoi les dirigeants du football sont indifférents face à cette situation. Au niveau de l'association des arbitres, une quête a été initiée et chacun a pu apporter sa quote-part en fonction de ses moyens. Et ce que nous avons pu contribuer ne pouvait vraiment pas subvenir à tous ces soins. Donc la grande partie normalement devrait être apportée par la fédération camerounaise de football. C'est extrêmement gênant de voir dans cet état, surtout que nous l'avons vu à son grade comme arbitre fédéral, c'était l'un des meilleurs. Et il avait toutes les qualités nécessaires pour pouvoir passer au grade d'arbitre international. Or, déjà dans notre milieu, les promotions ne répondent pas aux critères de mérite. Ce n'est pas le mérite qui est mis au dos. Sinon, avant qu'il ne se retrouve dans cette situation, automatiquement il serait déjà international. Moi, Gérard, c'est celui qui apportait la joie. C'est celui qui était il était toujours devant quand il y avait une action à mener. C'est pas par hasard que ses amis, même manquant de moyens, ont toujours été présents. C'est pas par hasard que sa famille a toujours essayé d'être avec lui malgré la modicité des moyens. Du côté de la Fédé, je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la prise en charge, notamment au niveau de l'assurance. On n'a pas l'impression que l'assurance au niveau de la Fédé était ce qu'il fallait. Bon, maintenant, le dossier est suivi par certaines personnes. Pour le moment, ça ne donne pas grand-chose. Et la meilleure chose qu'on puisse peut-être faire aujourd'hui pour lui, c'est peut-être de l'aider puisqu'il puisse être évacué. Maintenant, il faut que le dossier avance là-bas, que les dirigeants du football camerounais se rendent compte de la situation de Gérard et qu'ils se disent que c'est quand même en allant en mission pour le football camerounais qu'il a eu cet accident. Donc ce n'est pas le moment de lui tourner le dos. Gérard Fotso et moi, nous avons commencé l'arbitrage en 2000. Nous étions encore très jeunes. Nous avons fait l'école des arbitres ensemble. Nous avons gravé les échelons ensemble. Nous sommes arrivés au sommet de l'arbitrage camerounais ensemble. Aujourd'hui, le voir couché, le voir inerte, ça me fend le cœur. Encore plus qu'il partait pour une mission, il partait faire le travail que nous faisons toujours. Cela aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Arbitre de foot et ma formation, je suis fiscaliste. Formation. Cette présence humaine qui essaye de solutionner le volet psychologique ne peut pas permettre son évacuation sanitaire qui, selon les spécialistes indiens de la santé, ne coûte que 9 millions de francs CFA. Les spécialistes m'ont dit qu'après l'opération, qu'il était possible que je récupère la fonctionnalité de mes membres à près de 70%. Mais qu'il fallait faire vite. Le reste des 30% pouvait se faire, mais ne pouvait me donner aucune garantie. Et là, ça dure depuis 3 ans. Rien n'a été fait pour cette récupération. Au niveau de la Fédération camerounaise de football, au niveau de la Ligue de football professionnel, nous espérons vraiment une action dans ce sens-là. 9 millions, 10 millions, parce qu'il faudrait... Oui, pour une fédération comme la Fédération camerounaise de football, je pense qu'on peut trouver ses moyens. Gérard Fotso, couché dans son lit, nous regarde et attend de nous un soutien multiforme. Ma maman de 72 ans venait me nettoyer. Voilà ma fille qui entre à peine dans la puberté, 14 ans, venait me nettoyer au niveau de mes organes génitaux. Quel impact ça peut avoir sur elle? Ça, on a envie de partir. On a envie de ne pas vivre ça. C'est pour ça que je suis couché. Vivement que je me lève. Si je peux me lever, si les gens peuvent se mobiliser, les spécialistes, les hommes de bonne volonté, si les gens peuvent se mobiliser,
pour qu'à la fin, je puisse subir quelque chose, que je puisse être suivi. Ça me fait plaisir. Peut-être que ça me permettrait de prolonger encore de quelques temps mes journées, mes jours sur terre. Parce qu'il faut le dire, ça commence à m'affecter. Ça commence à m'affecter psychologiquement. Son épouse, visiblement bien portante, souffre dans son intérieur. Elle n'a plus le service de son homme. Une jeune femme n'aimerait pas avoir son homme couché. Parce que lorsque une jeune femme va en mariage, elle voudra avoir l'apport, le confort de son conjoint. Ce n'est pas le contraire. Ça me dérange beaucoup. Parce que vu notre jeunesse couchée, ça m'amène parfois à se poser beaucoup de questions. Ça fait 4 ans déjà. Oui, je n'ai plus ressenti la chaleur masculine, sa chaleur masculine auprès de moi. Ça fait 4 ans, ça fait déjà 4 ans que ça dure. C'est pour ça qu'avec l'espoir de la médecine indienne, ils nous ont rassuré qu'ils pouvaient le remettre en bon état au moins à 80%. Et ils nous ont même rassuré que même sur le plan de l'intimité, ça pourra aller. Ça ne va pas parce que le mal dont il souffre, la colonne vertébrale a touché une partie, a affecté la partie reproductrice, la partie intime. Les médecins l'ont dit, il s'en est sorti de justesse. Et les Indiens nous ont dit qu'ils peuvent mieux faire. Et nous avons vraiment besoin de cette aide, surtout financière, pour son évacuation, afin qu'il puisse être remis au moins à 80% sur pied. Retour sur ce plateau pour la suite de ce programme. Si vous nous rejoignez maintenant, Regard Social de ce soir a consacré carrément sa tribune à des cas qui sont déjà passés par ici, mais qui certainement n'ont pas trouvé une fin de leur solution. Raison pour laquelle nous remettons ces cas au-dessus de la pile afin de susciter vos interventions, votre réactivité en faveur bien sûr de leur cause. Une façon pour nous d'aller au bout de ce que nous avons si bien entamé pour permettre à ces personnes de retrouver la guérison. Il s'agit du cas de Gérard Fotso, arbitre professionnel de Ligue 1 au Cameroun, qui a connu un accident de la circulation alors qu'il se rendait à son occupation, à sa passion, à son premier amour, qui est d'arbitrer les matchs de football. Malheureusement, jusqu'ici, aucune prise en charge de la part, bien sûr, de la Fédération camerounaise de football. Ce pauvre homme est carrément délaissé à lui. N'eût été, bien sûr, les efforts conjugués de ses plus proches membres de la famille. Aujourd'hui, certainement, il ne serait plus de ce monde. Mais Gérard Fotso tient bon, car il garde espoir. Un espoir de pouvoir se remettre sur ses 2 jambes, un espoir de pouvoir embrasser sa femme, un espoir de pouvoir être un maillon fort pour porter sa famille et apporter la nourriture, franchement, comme ça se doit pour tout homme responsable. Sur ce plateau, nous recevons son épouse qui, à ses côtés, a vu des vertes et des pas mûres depuis son accident de circulation. Bonsoir, Madame Fotso, et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Alors, vous êtes là pour une énième fois. Je suis là pour une énième fois pour le cas de mon conjoint, M. Fotso Gérard, parce que depuis le dernier passage ici à l'émission Regard Social, rien n'a bougé, rien du tout, du côté surtout de la Fédération camerounaise de football, parce qu'on attendait beaucoup d'eux, il y a eu des promesses et rien n'a été réalisé. Son
ce soir pour vraiment tirer la sonnette d'alarme concernant son cas. Parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout avec ce Gérard. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et son cas est véritablement inquiétant, puisque comme tout soldat, lui aussi il a servi sa patrie, il a œuvré à sa manière, il a joué sa partition dans le football camerounais, et aujourd'hui il est laissé à lui-même, et vous êtes retourné vers Regard Social pour essayer de demander de l'aide, de tendre la main pour qu'on puisse vous donner une autre main pour vous sortir de ce gouffre, de ce bourbier dans lequel vous vous trouvez. Quelle est votre vie aujourd'hui à la maison? Comment ça se passe au quotidien avec votre mari qui ne bouge pas? C'est très difficile. S'il fallait commencer à raconter le quotidien, on pourrait finir cette émission le lendemain. C'est extrêmement difficile d'avoir un cas de tétraplégie. C'est très difficile parce qu'il ne peut rien faire tout seul. Il a toujours besoin d'une assistance, toujours. Même si c'est avec la petite dernière de 5 ans, parce qu'elle, avec le quotidien, elle sait déjà comment elle peut peut-être masser les doigts de papa, tirer les pieds, parce qu'il a toujours besoin d'aide. Donc le quotidien n'est pas du tout facile, parce que ça va pratiquement aller à 5 ans que ça dure. Ça dure. On essaie de s'adapter, mais ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, nous était l'aide de Regard Social. Vraiment, je remercie, je dis grandement merci. Si ce n'était pas Regard Social, beaucoup de personnes, les Camerounais partout, nous ont apporté de leur aide. Vraiment, merci beaucoup à la chaîne Equinox pour ce qu'ils font pour cette émission de Regard Social. Merci beaucoup. Alors, autre chose peut-être? Oui, je voudrais juste ajouter en disant merci, étant en Afrique, on dit merci, ça veut dire qu'on en redemande encore. Oui. Parce que le cas de Fotso Gérard nécessite vraiment une évacuation. Et les premières contributions qui ont été faites nous ont permis juste de maintenir le tonus de Gérard Fotso. Parce que les médecins nous ont dit, si on peut réussir à le maintenir dans une bonne forme, on peut toujours continuer à avoir espoir pour son évacuation. Donc les premières contributions nous ont permis d'assurer les massages par la présence d'un kinésithérapeute. Donc régulièrement les massages et ça coûte. Ça coûte effectivement. Oui, ça nous en sommes conscients. Alors docteur Francis Ngadjeu, le mot a été prononcé, tétraplégie. C'est quoi concrètement? De manière très simple, disons juste, mais très simple, les 4 membres sont paralysés, disons, de manière très simple. C'est bien plus complexe que ça. Médicalement parlant, une tétraplégie, encore qu'il faut vérifier. Il a 10% de mobilité environ, parce qu'on constate qu'il y a une mobilité qu'on estime peut-être à 10% à ce qu'on constate. Et c'est quand même bon signe quand il y a une mobilité. Quand il y a une mobilité, c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'il y a encore d'espoir. S'il n'y a pas de signe au bout de 5 ans, s'il n'y a pas de mobilité au bout de 5 ans, je pourrais dire que là, ils sont tombés. Mais s'il y a une mobilité, s'il y a un kinésithérapeute qui intervient, la famille aussi essaye de faire, parce que normalement, faire venir un kinésithérapeute tous les jours à la maison, ça coûte bonbon. Donc si la famille essaie aussi de le faire, si la famille pouvait trouver, du moins, un matelas anti-escar qui aiderait déjà, qui lui permettrait d'avoir un sommeil sans être mobilisé tous les 10 minutes, ce serait déjà beaucoup mieux. Et comme ce cas aussi, je me souviendrai toujours du combat de nos regrettés Dr Wanja et Dr Gadji Jean-Pierre qui luttaient vraiment pour qu'on puisse avoir le matériel, le plateau technique adéquat sur place au Cameroun, afin de limiter, afin de ne plus avoir évacué ce genre de cas. Parce qu'effectivement, si on avait plateau... On en parle justement de plateau technique. Alors, je vais dire des choses sans prendre les gants. Je vais dire les mots vertement. Est-ce qu'il est possible que Gérard Fotso puisse retrouver sa motricité, du moins de ses 4 jambes?
Comme je dis, je me garderai de tout pronostic. Déjà, c'est une spécialité qui n'est pas la mienne. Donc, je me garderai de tout pronostic. Mais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et l'espoir passe. Qu'est-ce qui nous fait avoir cet espoir-là? Il y a déjà une certaine mobilité. Même si elle est minime, il y a quand même une certaine mobilité. En cas de tétraplégie, parfois, vous êtes là, comme chaque membre tombe de son côté et puis aucun mouvement. Nous avons la mobilité. On a pu constater sur la vidéo au niveau des membres supérieurs qui bougent plus ou moins, on va dire comme ceci. Et ça donne quand même un peu d'espoir quant à la possibilité d'une récupération, pas totale, mais d'une récupération quand même, après une intervention chirurgicale éventuelle. Des spécialistes sont prononcés là-dessus déjà. D'accord. Alors, Madame Photo, j'aimerais comprendre, à quel moment vous avez été inquiète lorsque la maladie, je veux dire lorsque la paralysie est survenue? Qu'est-ce qui vous a le plus inquiété? Et à quel moment? Bon, lors de son accident, nous nous sommes dit, bon, après 2 mois, après 1 mois, ça va aller. C'est lorsque le neurochirurgien qui l'a opéré pour la première fois nous a dit que prenez soin, faites attention. On a vu le premier diagnostic. C'est où nous nous sommes rendus compte que son cas était vraiment grave. C'était vraiment grave. C'est où nous avons pris la mesure de la chose, oui. Parce que nous, on se disait que c'était simple. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'avec les membres inférieurs et supérieurs qui ne bougeaient pas, nous avons compris que son cas n'était pas aussi simple. Mais nous avions chaque fois espoir parce que M. Fosso n'a jamais perdu comment je veux dire, la connaissance. Il a toujours été lui-même, à part le fait que le reste du corps, il est resté conscient. Depuis le premier jour de l'accident jusqu'à présent, il est resté conscient. Et chaque fois que les médecins passaient, les neurologues, les kinés, il avait toujours la sensation, il a les sensations nerveuses, les nerfs qui réagissent, il a les mouvements involontaires, il y a un peu de mouvements au niveau des bras. C'est ça qui nous fait comprendre qu'il peut avoir quelque chose. Parce qu'ils nous ont rassuré qu'au moins à 80%, il peut être récupérable. Alors, j'aimerais savoir, Dr Francine Gandieu, lorsqu'on parle des membres qui sont fracturés, mais tout porte à croire que c'est de façon banale on peut résoudre ce problème. Déjà, si vous avez un problème aux 4 membres, il est vraiment illusoire de croire que les 4 membres d'une personne peuvent être fracturés en même temps. Donc, ça veut dire que c'est la commande de ces membres qui doit être fracturée. Donc, il faut regarder plutôt au niveau du rachis. Ça veut dire que son problème se trouve au niveau du rachis. C'est le rachis qui donne la commande aux différents membres. Donc, les membres ne sont pas fracturés, mais certainement, il y a une fracture ou un traumatisme quelconque au niveau du rachis. D'accord, ça c'est bon à savoir. Avec nous, je veux dire, sur ce plateau, la mère du patient, Gérard Fosso. Bonsoir maman. Bonsoir mon père. Vous avez essayé de trouver un peu de force pour nous retrouver sur le plateau. Alors dites-nous, comment ça se passe depuis que votre enfant est dans cet état-là? Je peux dire que quoi? L'enfant sortait quand il part au travail. Elle laisse ici, on m'appelle seulement que voilà l'enfant qui a fait accident à Sankou. Puis le temps là, on a quitté ici là, jusqu'à Sankou, avant de le porter pour amener ici au hôpital général. Quand le jour là était comme si c'était fait accident comme ça, on l'amène à un grand hôpital. C'était seulement un centre comme ça. On l'amène à un grand hôpital. Quand accident de 8h jusqu'à 23h30, à minuit moins, on a amené au hôpital général, on a commencé le travail sur elle. Depuis le temps là. On est toujours à côté de Fosso. Alors, Madame Fosso, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez lancé une procédure afin de pouvoir jouir, bien sûr, de profiter, bien sûr, de tout ce qui est dû à ce genre de personnel?
Vous avez lancé une procédure auprès de la Fédération camerounaise de football pour présenter la situation dans laquelle vous vous trouvez avec votre mari? Tout a été fait, même avant le passage à regard social, ça a été fait. Après le passage à regard social, ils nous ont promis de réagir. Et depuis que nous sommes sortis de ce plateau jusqu'à présent, rien n'a bougé. Ils ont tous les documents. Ça veut dire on va par là, par 5 ans déjà par là? Oui. La 5e année, ça sera en mars. Oui, non, 2022. en mars, ça donne 5 ans. Toutes les procédures ont été tous les papiers qu'ils nous ont demandés, on leur a fourni les papiers. Jusqu'à présent, ce n'est resté que des promesses. Rien du tout, rien. Donc actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'avec les contributions des personnes de bonne volonté que nous sommes en train d'aider M. Fotso Gérard par des massages. De le garder en vie? Oui, parce qu'il ne faut pas dire qu'il est en train de s'améliorer dans son état de santé. Non, il ne s'améliore pas du tout. Juste maintenir son tonus. Oui. C'est ça notre souci. Qu'il continue d'avoir le tonus pour que, par la grâce de Dieu, s'il réussit à être évacué, que le processus de guérison puisse continuer. Parce que c'est le maintenir son tonus. Et comme je l'ai dit, c'est avec des massages au quotidien. Quand ça ne va pas, même la famille tout le monde met la main à la pâte pour le maintenir. Quelles sont les difficultés que vous éprouvez depuis que votre mari est inactif? Toutes les difficultés. La première difficulté, c'est la responsabilité de la famille. Parce que avant, c'est lui qui faisait tout. J'étais juste assise derrière, il commandait, il faisait X, Y. Mais depuis son accident, je me suis retrouvée être le père et la mère de tout le monde. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Même jusqu'à présent, c'est pas facile. Pas facile. Pas facile du tout. C'est très difficile. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Docteur Francis Gandieu, quelles sont les difficultés qu'on a pour avoir ce genre de plateau technique qui puisse prendre en charge ce genre de cas? Est-ce qu'il y en a d'abord au Cameroun? Si oui, où et sinon, quelles sont les difficultés? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'approprier ce genre de plateau technique? Alors, il faut dire que on peut développer la santé à beaucoup de niveaux. On peut développer un plateau technique pour beaucoup d'interventions. Mais malheureusement, un seul hôpital ne réussira pratiquement jamais à avoir les plateaux techniques pour tout. On va prendre le cas de l'hôpital général qui, je pense, représente la structure de base à Douala. L'hôpital général développe déjà beaucoup, mais ne peut pas tout faire. Je pense que le docteur Owanja, de regretter mémoire, avait développé aussi beaucoup dans le domaine de la neurochirurgie, mais aussi, malheureusement, ne peut pas aussi tout faire. Donc, malheureusement, il faut bien qu'il y ait un groupe de personnes, parce qu'une personne seule ne réussira pas, il faut un groupe de personnes qui s'associent pour pouvoir développer ces secteurs. Par exemple, on vous demande un investissement de 2 milliards de francs pour 3 patients. Mais 3 patients ne vont jamais pouvoir vous rembourser vos 2 milliards. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il n'y ait pas trop de patients qui s'inscrivent dans cet ordre? Nous avons beaucoup de patients, mais les patients n'ont pas les moyens. Ça veut dire que si vous investissez 2 milliards et qu'il n'y a qu'un seul patient qui peut payer 2 millions, bah vous voyez qu'il en manque encore beaucoup. Justement. Donc, l'investissement est bien, mais il faut pouvoir aussi récupérer ses fonds. Parce que je pense que si une personne investit 2 milliards, il faut quand même qu'il puisse récupérer au moins ces 2 milliards. Alors, madame, vous disiez tout à l'heure qu'on vous a présenté une facture de 10 millions de francs CFA pour son évacuation. Donc, monsieur, le malade et un accompagnateur. Il ne peut pas aller seul. Donc, tourne autour de 9-10 millions de francs CFA. Alors, avant de vous repasser la parole, très rapidement, je viens rendre visite à mon soleil qui nous apporte un peu de lumière sur ce plateau. Alors, Irène Tembe, le cas M. Gérard Fotso, qu'est-ce qu'il en est? Oui, depuis son passage, il faut préciser qu'il est passé sur ce plateau pour la première fois le 19 septembre 2020. Donc, ça fait déjà aujourd'hui 1 an, 2 mois que M. Fotso est un cas de notre émission, mais un cas qui piétine parce que, comme a dit son épouse, malgré les appels de balles à la Fédération camerounaise de football, on n'a pas toujours reçu des nouvelles. Et Gérard Fotso
a dû être hospitalisé. Actuellement même, il subit des séances de kinésithérapie. Donc, les âmes de bonne volonté ont contribué depuis la date du 19 septembre un montant d'1 409 100 francs CFA et nous avons dépensé 471 000 francs CFA. Donc, actuellement, nous avons un montant de 938 100 francs CFA. Et d'ici la semaine prochaine, il va encore entamer une séance de kinésithérapie qui va passer par des massages et tout. Et comme l'a dit son épouse, le devis de l'Inde est de 10 millions de francs CFA. Donc, vous convenez moi que ce montant est très très insignifiant s'il faille que M. Fotso puisse être évacué. Nous demandons donc à nos âmes de bonne volonté via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran afin de permettre à notre arbitre de ne plus être hors jeu, mais d'être plutôt dans le game. Via ces numéros, le 675 35 25 16 ou le 690 50 50 94, de bien vouloir apporter votre contribution. Et je précise toujours, tous les cas que vous avez sur ce plateau ce soir ont besoin d'air. Donc vous avez cette possibilité de dispatcher vos dons. Donc, chers téléspectateurs, sentez-vous libre, selon votre ressenti, d'envoyer quel qu'en soit le montant, que ce soit 100 francs, 200, que ce soit même 50 francs CFA, nous acceptons tous les dons. Donc, bien vouloir mettre cette machine de la solidarité en marche. Cela renvoie un tout petit peu sur le statut des arbitres dans nos fédérations camerounaises de football, mais ça, c'est tout un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On espère que les choses vont changer bientôt. Espérons-le. Pour cet arbitre qui a valablement servi le football camerounais et qui se retrouve aujourd'hui en train de toquer aux portes de la mort, franchement, ce serait la plus pire des choses qui puissent arriver pour notre football, pour ces acteurs du football au Cameroun. Alors, un petit message certainement à délivrer à l'endroit des personnes qui vous sont venues en aide et certainement redemander, puisque qui dit merci en demande. On demande encore. Oui, je tenais d'abord à dire merci. Franchement, grandement, je remercie toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué depuis plus d'1 an pour le cas de Fotso Gérard à travers l'émission Regard Social. Vraiment, merci. Merci. S'il y avait même un mot au-dessus de merci, je le dirais. C'est grandement merci. Parce que ça a permis quand même de redonner espoir à M. Fotso et de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans la vie. On a toujours besoin d'un tout petit, de quelqu'un d'autre à côté de nous qui puisse nous apporter de l'aide. Et comme je l'ai si bien dit, quand on dit merci, on en redemande. Vraiment, s'il vous plaît, toutes les personnes de bonne volonté, mettez la main au cœur, aidez M. Fotso Gérard. M. Fotso Gérard a vraiment besoin de votre aide. Parce que même sur le plan psychologique, ça ne tient pas toujours. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que si c'était même nécessaire, il aurait eu un psychologue à la maison. Ce n'est pas facile. M. Fotso Gérard a besoin de la solidarité, pas seulement nationale, mais mondiale. Vraiment, il a besoin de l'aide de toute personne. Comme Mme Tembe l'a si bien dit, rien n'est insignifiant. Il a vraiment besoin de votre aide. Et si, comme je l'ai dit, je vais plutôt faire un coup de gueule du côté de la FECAFOOT. Parce que M. Fotso Gérard a tout donné. M. Fotso Gérard a tout donné. Toute sa vie, ça a été rien que pour le foot. Rien que pour le football. M. Fotso Gérard allait officier un match pour le compte de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, M. Fotso Gérard est couché, même pas un geste. Depuis le passage à l'émission, même pas un geste, rien que des promesses. Des promesses à dormir debout. M. Fotso Gérard ne va pas bien. Or, nous savons tous qu'il suffit d'un claquement de doigts, même si c'est ce soir, demain, M. Fotso Gérard pourrait être évacué. Mais la FECAFOOT a mis le cas de Fotso Gérard comme, je pourrais prendre le cas peut-être du coq devant le cafard. M. Fotso Gérard n'existe plus devant la FECAFOOT, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, j'en appelle à la conscience des dirigeants de la FECAFOOT. Aidez M. Fotso Gérard.
évacuer M. Fotsogera, il a droit à cette évacuation. Il a besoin de redevenir un homme comme tout le monde. Il a besoin de sa dignité. Moi, j'en appelle vraiment aux dirigeants de l'Africa Foot. Ils ont abandonné M. Fotsogera. On comprend votre courroux, d'ailleurs, qui vous pousse à beaucoup plus bavarder. Alors, on va passer à toute autre chose cette fois-ci, mais je tiens tout d'abord à rappeler que le regard social de cet épisode essaye de revenir sur des cas que nous avons entamés et laissés à côté. Il est question aujourd'hui d'aller au bout de ces efforts que nous avons commencé à consentir en faveur de ces personnes et leur permettre véritablement de retrouver le bonheur ou encore les joies de goûter au plaisir, les vrais plaisirs de la vie. Je vous invite, autant pour moi cette fois-ci, dans la peau d'un enfant, un enfant qui a seulement 5 ans, mais qui est né déjà avec des anomalies qui ne lui permettront certainement pas, à la longue, de garder la vie. Voici bébé Freshnel au travers de cet élément que je vous invite à regarder. Zone de recasement dans le 3e arrondissement. C'est un quartier de la capitale économique du Cameroun. Au milieu de cette agglomération de maisons se trouve un cas social. La fillette sous vos yeux, qu'on apprête pour le bain, est née sans anus. C'est à travers l'ouverture créée sur son ventre qu'elle rejette les déchets de façon inconsciente. Voici ma petite Freshnel Chinkou Desi, qui est née entre mes mains. Et dès sa naissance, elle était née avec une malformation congénitale. Les médecins m'ont dit d'aller contacter les hôpitaux spécialisés. Dès que je suis rentrée à la maison avec elle, 2 semaines après, je suis allée à Yaoundé, au CHU de Yaoundé. Là-bas, le coût était tellement cher et ils ont dit qu'ils devaient opérer l'enfant après 6 mois. Nous sommes donc rentrés au village, c'était à l'ouest. Et 2 mois après, l'enfant se sentait très mal, au point qu'elle ne faisait même plus les selles. J'ai donc appelé les membres de ma famille et je les ai mobilisés pour leur faire part du problème. Le lendemain, je suis allé à Bamenda, à l'hôpital Bingo de Bamenda avec l'enfant, où j'ai rencontré un médecin qui a programmé l'opération de l'enfant après consultation. On a donc opéré l'enfant, comme vous avez vu tout à l'heure. Et 2 semaines après, on nous a demandé de rentrer pour ramener l'enfant après 3 ans, pour qu'on puisse percer l'anus de l'enfant et renvoyer ses intestins dedans. Après 3 ans, il n'y avait plus la possibilité. L'enfant ne fait que souffrir chaque jour. L'enfant pleure amèrement. Quand elle veut faire les selles, elle fait que au ventre. Quand elle s'assoit pour chier, le caca sort plutôt au ventre. Et elle est menacée. Quand elle passe partout, on l'insulte. Parce qu'elle sent toujours, parce que le caca, quand ça s'assoit, elle ne s'en rend même pas compte. C'est son prénom. Âgé de 5 ans et toujours jovial, ne cesse de questionner sa génitrice sur son état de santé qui, selon sa tante, l'éloigne des enfants de son âge. Franchement, elle est frustrée et elle est par moments très triste parce qu'elle pose la question à sa maman de savoir « Maman, pourquoi j'ai la blessure ici? Maman, la blessure ici va finir quand? Hein, maman, pourquoi il y a la blessure ici? Maman, pourquoi tu me mets toujours la couche ici ?» Elle passe le temps à poser ces questions. Elle se sent frustrée quand on la repousse dehors. Tu sens, va là-bas, va chez vous. Tu sens. Vraiment, elle est frustrée, elle est triste. Elle est triste. Et ça me fait mal. Il me fait mal de voir que cet enfant ne peut pas jouer avec ses amis. Elle ne peut pas aller à l'école. Puisque si on l'inscrit même dans une école maternelle, ça ne va pas donner. Elle sera frustrée. Les amis vont la repousser. Elle est vraiment...
Elle se sent gênée, elle est triste et ça nous met vraiment mal à l'aise. La petite Fresnel n'est pas seulement née sans anus. Sa partie intime est également anormale. Une autre malformation qui n'est pas encore endiguée. Elle n'a pas le vagin aussi. Elle n'a qu'un petit trou, donc il y a bien les lèvres, mais il n'y a pas vraiment le vagin. Il n'y a qu'un petit trou, les urines coulent. Et à Bingo maintenant, quand on avait opéré pour que les selles sortent, le médecin avait demandé de revenir quand l'enfant aura 3 ans pour sortir d'abord le vagin. Donc il fallait faire une deuxième opération, le vagin, avant d'aller sur l'anus. Quelques temps après la guerre au nord-ouest. C'est comme ça que Virginie n'allait plus et puis toute la famille est restée tranquille. Fresnel souffre. Elle souffre non seulement de ses anomalies, mais aussi du manque d'amour paternel. Après avoir constaté que sa fille est née avec des déformations congénitales, le père de l'enfant a pris la poudre d'escampette selon Virginie, la mère de Fresnel. Virginie, qui cumule déjà 25 ans de vie sur Terre, était encore toute jeune au moment de mettre son enfant au monde. Pas de véritable visite prénatale durant sa grossesse, prétextant qu'elle était en bonne santé. Quand elle a porté la grossesse, comme elle était très jeune, elle n'a pas vraiment suivi ses visites comme cela se doit. Elle allait à l'hôpital 1 ou 2 fois. Elle n'a fait aucune échographie. Et puis elle n'avait pas de problème de santé. Après quelques mois, elle a accouché normalement par voie basse. Quand elle a accouché, c'est après quelques jours qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas l'anus du bébé. Et puis au niveau du vagin, il n'y a qu'un petit trou où les urines sortaient. Quand l'enfant voulait faire les selles, ça sortait aussi par le petit trou là, légèrement. La grand-mère de Fresnel, visiblement dépassée par le mauvais état de santé de sa petite fille, sollicite le soutien de toutes les âmes de bonne volonté pour une prise en charge efficiente et totale de Fresnel. Jesus, you love me too much. Você é por San Chama, Sanda, the woman do you put the only cannot talk to your papa. That's you for 2 months. About my papa, my papa, and group of passion, our bargo. And we go for your monta. Let them dapsing tower. That you are not dapsing band in the Dindamiga. Dindap a lap with longer. May have papu. If you cook. Let's see. Caesar. Ba ngui ma na nge en ba ngui gange ba ka funju yo puzungu yo ponda yo khongale ma ka fun bi si da njomme ba tuta ba ndi en bunjo pa na mo me ga kho ba ka mun ju so ma le mun zi ndin jamle no njap han jap ba fun ku mo nga no fa ni ngui go mama. Au sein de la famille, des efforts financiers seront manifestés, mais insuffisants pour la prise en charge de la petite fille, car la facture qui sera dressée sera au-dessus de la hauteur des contributions cumulées. Tout ce que vous avez fait pour la petite Fresnel dernièrement, grâce à vous, grâce à votre main sur le cœur, la petite Fresnel est aujourd'hui une jeune fille, comme tout le monde. Mais le problème n'est pas encore fini. Mes frères et sœurs, vous qui avez un enfant à la maison, vous pouvez sentir la souffrance d'une maman qui tient un enfant, même qui n'a pas d'anus, qui chie toujours par le côté. Une fois de plus encore, voici notre Sauveur Jésus-Christ qui se montre à nous avec le côté percé. Voici notre Seigneur qui revient vers nous demander de l'aide. Nous demander de l'aide, cette petite fille à le côté percé, comme notre Seigneur sur la croix. Aidez-nous, pardon. Aidez-nous, comme Fresnel. Que Fresnel puisse être comme tout le monde. Qu'elle puisse aller à l'école. Voilà, il y a la rentrée, l'enfant est toujours à la maison, plus de 5 ans aujourd'hui. Ayez pitié de cet enfant. Je viens devant vous, comme notre Sainte Mère Teresa. Mendie encore de votre charité. Mendie de votre charité pour la petite Fresnel. Aidez la petite Fresnel qui vous regarde aujourd'hui,
à travers le monde entier. Ayez pitié de cet enfant, qu'elle puisse être comme tous les enfants de son âge, qu'elle puisse aller à l'école. Cette petite fille est brave, elle parle, elle s'exprime correctement en français. Pourtant, elle ne va pas à l'école, pourtant elle vit à l'ouest, au village là-bas, maintenant, mais elle parle bien français. Cet enfant ferait mieux s'il était comme tout le monde. Ayez pitié de la petite Fraîcheline. Ayez pitié d'elle, je vous en prie. La dernière fois, par votre geste merveilleux, Fraîcheline a pu avoir une opération vaginale. Fraîcheline est aujourd'hui une jeune fille, mais ce n'est pas tous mes frères et sœurs. Nous venons encore vers vous, comme le Seigneur Jésus nous dit. La charité, c'est la meilleure voie qui nous conduit au ciel. Oui, ayez pitié de la petite Fraîcheline qui vous regarde à travers Regard Social, à travers Equinox. Ayez pitié d'elle. Venez lui en aide, de tous les médecins qui peuvent participer à son opération. Pardon, faites quelque chose pour Fraîcheline. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien vraiment. C'est pour cela que nous venons encore à vous de prendre pitié de la petite Fraîcheline. Qu'elle puisse être comme nous tous. Qu'elle puisse aussi s'accroupir comme tout le monde pour faire les selles. À chaque moment, on lui met la couche. On peut mettre comme ça 10 fois par jour qu'elle a doigt là. Mais qu'elle est au village, même la couche, il n'y a pas. On lui la laisse comme ça là. Parce qu'il n'y a même pas les moyens. Il n'y en a pas. La famille n'en a pas. Fraîcheline souffre vraiment de Dieu. Tous les jours, elle dit maman Sandrine, je vais aller à l'école. Quand j'appelle comment va Fraîcheline, maman Sandrine, je vais fréquenter. Pardon, ayez pitié de nous. Ayez pitié de l'enfant-ci. Je viens vraiment avec la main sur le cœur d'avoir pitié de Fraîcheline. Maman Thérèse nous disait toujours, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander de l'aide pour quelqu'un qui n'en a pas, pour un pauvre. Sainte Mère Thérèse nous l'a appris, vraiment. Et nous voici devant vous, de prendre pitié. Que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit n'importe qui, si quelqu'un un peu, qui fasse quelque chose pour la petite Fraîcheline. Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme. Elle, c'est bébé Fraîchenel. Elle est née sans anus ni vagin. Une petite boule d'énergie toujours souriante qui ne sait pas ce qui lui arrive. Elle aurait pu perdre la vie avant d'atteindre ses 5 ans. Mais grâce bien sûr aux spécialistes, à l'ingénieuse idée qu'a eu les médecins de lui créer une évacuation, la petite Fraîchenel est encore debout. Et aujourd'hui, les questions de rétablir véritablement son corps comme il se doit. Sur ce plateau, nous recevons sa tante, Madame Maïgan Sandrine, qui est Madame Mungan Sandrine. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci, bonsoir monsieur. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de la petite Fraîchenel qui est avec nous. Alors, dites-nous, comment se passent vos journées avec Fraîchenel? Merci monsieur de me passer la parole. Vraiment, c'est pas facile pour nous. Parce que au village déjà où elle vit, elle est rejetée, même par les voisins et même par quelques membres de la famille, puisqu'elle dégage toujours. Les selles coulent de temps en temps, même sans qu'elle ne se rende compte. Ça fait qu'on lui met toujours les couches et de temps en temps, il faut regarder, enlever, la laver. Et le fait qu'on nettoie de temps en temps, là, ça s'infecte même. Il y a des moments que ça saigne, elle pleure. Et ça fait mal quand on verse l'eau, elle pleure, ça fait mal. C'est pas facile pour nous, c'est pas facile. Fraîchenel, elle a l'âge d'aller à l'école, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas y aller à l'école. Elle sera rejetée même par ses amis à l'école. Je ne pense pas qu'il y ait une institution qui va l'accepter avec cette malformation. Au quotidien, est vraiment difficile pour nous avec elle. Est-ce que la petite Fraîchenel réalise ce qui lui arrive? Oui, puisqu'elle grandit, elle voit comment d'autres amis, tout le monde s'accroupit avant de faire les selles. Parfois, quand les petits-enfants, elle regarde comme ça, là, elle se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, pourquoi eux ça sort et moi ça coule plutôt ici. Elle pose ces questions toujours. Elle est éveillée, elle pose ces questions. Mais on lui dit, bébé, ça va aller. Ça va aller un jour. Le Seigneur va permettre qu'on te guérisse et puis que tu fasses aussi les selles par l'anus comme tout le monde. Alors, au jour d'aujourd'hui, certainement, avec les contributions qui ont été faites, il y a une amélioration dans sa vie, sur son corps. Oui, déjà, je rends grâce à Dieu.
Et j'ai béni vraiment tous ceux qui ont contribué la fois dernière. Parce que Freshnel, elle est née avec 2 malformations, le vagin et l'anus qu'elle n'a pas. Quand nous sommes passés sur le plateau des regards sociaux, le docteur Emapi a pris la charge de refaire son vagin. Ce qui a été fait. Vraiment, je lui dis déjà merci. Ça a été fait. Elle va avoir, plus tard, elle pourra avoir une vie sexuelle normale. Mais le plus dur est encore là, l'anus, et faire rentrer les intestins là. Et puis ça dégage vraiment. Ça dégage parce que, oui, ça dégage vraiment. L'odeur n'est pas la même chose, comme l'enfant qui fait les selles par l'anus. Ça a une autre odeur. C'est pas bien. Nous essayons de comprendre ça avec Dr Francis Gradu. Alors, docteur, qu'est-ce qui explique le fait que ce soit aussi nauséabond, ce que sécrète en fait, ce que dégage l'enfant? Déjà, l'enfant présente une imperforation anale, une imperfection vaginale. Et il faut savoir que les aliments que nous mangeons se déplacent depuis la bouche jusqu'à l'anus. Tout au cours du trajet, on a des différents stades. Il y a des stades liquides, des stades... Et c'est au côlon qu'en fait ça devient pâteux, les selles que nous connaissons qui arrivent à l'anus. Si nous dévions les selles en cours de chemin, ce ne sont pas les mêmes selles qui arrivent à l'anus. Donc forcément, ils seront de qualité différente, d'odeurs différentes. Donc automatiquement, ce n'est pas pareil. Alors, la mère fait allusion du risque d'infection ou alors d'une infection. Est-ce que l'on peut garantir que l'enfant est vraiment à la portée d'infection? Alors, comme on a dit pour tout à l'heure, nul n'est à l'abri d'une infection. Même une personne bien portante n'est pas à l'abri d'une infection. C'est un anus artificiel. Donc, automatiquement, les selles sortiront par un orifice non naturel. Il y a des soins qui sont prodigués pour cela. Et normalement, ça devrait aller. Tout ce qu'il faudrait, c'est rétablir au plus tôt la continuité, rétablir le chemin normal. Bien sûr, corriger cette imperforation anale pour que tout se passe normalement. Et l'enfant devrait avoir une vie normale. Alors, au vu bien sûr de ce que nous avons vu sur le physique de l'enfant, qu'est-ce qu'il y a à faire? La prise, en fait, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à faire progressivement pour que l'enfant puisse retrouver son anus une voie d'évacuation? Bon, déjà, je pense que les gynéco-obstétriciens ont fait leur boulot au niveau vaginal. Les chirurgiens digestifs et les chirurgiens viscéraux feront le travail au niveau de l'appareil digestif. Et tout ira bien. Je pense que ce sont des interventions assez routinières chez eux. On a quand même une assurance qu'il y a un plateau technique pour ça. Oui, il y a un plateau technique et ils sont nombreux pour le faire. Le seul problème, c'est peut-être les moyens. Ici, ce n'est pas plateau technique, c'est les moyens. Ça nécessite d'énormes moyens. Il faut qu'il y ait du... En fait, le terme énorme moyen dépend de chacun. Pour certaines personnes, 100 000 est énorme. Pour d'autres personnes, 100 000, c'est rien du tout. Donc, c'est à ce stade que se situe la famille. La famille n'a plus de moyens. Au point où, quand on leur dit 30 000, ils sont dépassés. Mais, par contre, je pense qu'une contribution une contribution moins lourde que les autres pourrait déjà vraiment apporter beaucoup de bonheur à cet enfant. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là maintenant? Par la poche ou l'évacuation? Déjà, en attendant que l'intervention s'apprête, lui trouver des poches de colostomie, des poches collectrices de sel. Ça va limiter les odeurs. Pour ça, je pense qu'on n'a même pas besoin de ça. Ça, c'est pas un problème. On peut lui fournir ses poches. Je pense que même on a des poches au cabinet, on va lui donner. Maintenant, pour le reste, je pense que des contributions des génodonateurs permettront de faire l'intervention et rétablir rapidement la continuité. Puisqu'on parle des chiffres, on se retourne vers Madame Chiffre de cette émission. Notre soleil à nous, Madame Tembe, Irène. Oui, là je dirais notre astre. Bon. La première apparition de Freshnel sur ce plateau, c'était le 27 mai 2021. C'était la première apparition sur ce plateau. Et on avait eu des contributions à hauteur de 600 et poussières de 1000. Ouais. Et dernièrement, on a eu une émission sur ce plateau avec le cas de Feu Bébé Chris Michel. Et grâce à Feu Bébé Chris Michel, qui a fait un don qui a fait un don à bébé Freshnel de 500 000 francs. Oui. Elle se retrouve aujourd'hui à un montant de 1 156 099 francs CFA. Donc, on peut déjà dire merci
à ces âmes de bonne volonté qui ont bien voulu, depuis la date du 27 mai 2021, mettre la machine de la solidarité en marche. Merci également encore une fois de plus à la mère de feu bébé Chris Michel qui était présente sur ce plateau, qui a pris une partie de ses contributions pour pouvoir étaler sur certains de nos cas sociaux qui étaient dans le besoin. Donc c'est aussi ça, regard social. C'est-à-dire, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Si vous avez un cas social qui est sur ce plateau, qui décède, et que vous avez des contributions, nous dispatchons ces contributions entre les autres cas qui ont vraiment besoin d'aide. C'est aussi ça, la solidarité. Donc nous disons à nos âmes de bonne volonté, encore merci. Et comme l'a dit, on remercie également le docteur Emapi qui a déjà réparé le vagin de Freshlin. Et maintenant, on sait que d'ici quelques jours, bientôt, très prochainement, on aura aussi de bonnes nouvelles en ce qui concerne son anus grâce au docteur Francis qui va nous mettre en contact et tout. Et on va toujours mettre cette machine de la solidarité en marche. Encore merci. Alors, docteur Francis Ngadieu va user bien sûr de son carnet d'adresse, user bien sûr de son nom pour nous permettre de pouvoir donner une sortie pour évacuer les selles au bébé Freshnel qui est sur ce plateau. Madame, certainement un petit mot avant qu'on se sépare. Oui. Avant qu'on se sépare, j'aimerais remercier au moins tous ceux-là qui sont en train de contribuer pour le cas de notre fille Freshlin. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que d'ici quelques jours, notre fille sera comme tous les enfants de son âge et que peut-être même le mois prochain, elle pourra commencer à aller à l'école. Merci à vos regards sociaux. Docteur Francis Ngadieu, un mot de fin avant de se séparer? Le seul mot de fin que je peux donner, c'est continuer à contribuer, continuer l'action sociale et de notre côté aussi, nous ferons le maximum. Irène, mon soleil, on se dit... On dira que dès demain, on peut se rapprocher déjà du docteur Ngadieu pour avoir ses poches. Il nous les a promis sur ce plateau. Là, on va réduire un peu les odeurs corporelles que dégage la petite. Déjà, merci d'avance. Et d'ici demain, on pourra déjà se rapprocher de la clinique. Merci à notre cher public qui est toujours présent à chacun des rendez-vous. Merci surtout à cette grande équipe qui a abattu un travail de fourmi, mais alors assez considérable pour la production de cette émission. Lavez-vous les mains, portez vos masques, portez-vous bien et à très vite.